Merci, bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Martin de m'avoir convié pour présenter ce soir en association avec Laurent et Benjamin. En tant que médecin rééducateur, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler en collaboration avec plusieurs corps de métiers différents. C'est un format que j'apprécie énormément. Je vais vous présenter un topo que je vais essayer de tenir sur une demi-heure. C'était un peu un challenge de m'adresser à l'ensemble du public. D'ailleurs, je voudrais bien savoir rapidement, pour avoir une petite idée, si les kinés peuvent lever la main, que je me rende compte. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des coachs sportifs ou des préparateurs physiques? Ok, très bien. Des podologues? Non. Des nutritionnistes, diététiciens ou autres? Ok. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés après? Des entraîneurs? Coach, non? Ok. Des trailers maintenant? Enfin, vous pouvez être tout à la fois, hein. Ok, d'accord. Bon, merci. Ça permet d'avoir un petit aperçu. Voilà, donc je vais vous faire un topo qui est vraiment basé sur ma pratique clinique, puisqu'en une demi-heure, je n'allais pas commencer à faire un catalogue de toutes les pathologies du trail, etc. Donc ce ne sera pas du tout evidence-based medicine, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je vois moi au quotidien en tant que médecin éducateur, médecin du sport. Donc je vais me présenter très rapidement. Je vous ferai petite présentation sur les patients types que je peux voir en consultation trailer. Ensuite, je vais détailler un petit peu plus le déroulé d'une consultation de médecine du sport. Je vais essayer d'illustrer avec 2-3 cas cliniques rapides. Et voilà. Donc moi, je suis médecin MPR, donc médecin de médecine physique et de réadaptation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une spécialité médicale. Donc je ne suis pas médecin généraliste. Je suis également médecin du sport. Enfin voilà, après j'ai différentes diplômes, titres, etc. Je travaille en libéral exclusivement à Saint-Leu, dans un très beau cabinet. Voilà, et j'ai la chance et le plaisir de travailler dans différentes structures aussi. En partenariat avec différents clubs sportifs ou sur des compétitions et autres. Voilà, ça c'est le cabinet à Saint-Leu. Voilà, donc ça peut m'arriver parfois d'avoir du retard, donc vous voyez que s'il y a besoin, vous pouvez faire un peu de renfort avec l'escalier. Ça c'est mon bureau avec l'échographe au fond à gauche que j'utilise toute la journée en permanence. Et voilà. Alors, constatation d'un médecin spécialiste. En gros, les trailers qui viennent au cabinet en consultation, la très grande majorité, ils viennent pour des problématiques chroniques, des pathologies chroniques. Donc en médecine, chronique, c'est en moyenne plus de 6 semaines en général. Des fois, les gens ils viennent pour des problèmes qui évoluent depuis quelques jours, quelques semaines. Des fois, ça va jusqu'à plusieurs années. C'est pas si rare que ça d'ailleurs. Il y en a qui n'ont jamais consulté, il y en a qui ont consulté pas mal de fois, pas mal de monde, des médecins généralistes, des spécialistes. L'adressage, il y en a qui viennent adressés par leur médecin traitant, d'autres par des médecins spécialistes, des médecins de ligue, des kinés, pas mal, beaucoup de kinés d'ailleurs qui m'envoient du monde, des podologues, préparateurs physiques, enfin bref, il y a un peu de tout. Le degré de connaissance des patients trailers que je vois en consultation, pareil, il y a de tout. Donc il y a ceux qui connaissent vraiment rien à la pathologie. Il y en a qui connaissent un peu, il y en a qui connaissent énormément de choses, ou en tout cas qui croient connaître énormément de choses. Voilà, il y en a beaucoup qui me parlent en termes techniques, c'est mon psoas ceci, c'est mon machin cela, enfin bon voilà. Il y en a qui n'ont jamais été traités ou pris en charge, en rééducation notamment. Il y en a, ça fait 1 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y en a, c'est en permanence à vie quasiment, avec principalement de la kiné, parfois podo, des infiltrations, des ostéos, des chiro, enfin on peut voir de tout. Et concernant l'activité sportive, il y en a qui ont arrêté complètement pour leurs problématiques, il y en a qui ont continué de la même manière qu'avant, et il y en a qui ont adapté leur pratique sportive. Rapidement aussi pour... le chrono est là, ok. Donc les trailers qui viennent en consultation sont des sportifs, loisirs ou compétitions. Il y en a qui sont débutants, il y en a qui sont pros, il y en a qui s'entraînent tout seuls, en groupe d'entraînement avec des coachs, etc. Il y a différentes distances dans le trail, donc on va avoir de quelques kilomètres à de l'ultra-trail, différents types de terrain, de dénivelé. Il y en a qui sont très équipés, qui sont au courant des dernières chaussures qui viennent de sortir et ainsi de suite. Il y en a qui courent
sans équipement particulier quasiment. Il y en a qui s'entraînent, qui font du renfort, qui font des étirements. Il y en a qui font pas du tout ça. Et un point assez important, on en reparlera tout à l'heure, vous verrez, il y en a qui font pas que du trail, qui font d'autres sports, loisirs ou à bon niveau en parallèle. Et il y en a qui ont aussi un passé sportif. Donc ça, c'est pas si rare que ça. Et vous verrez que c'est à prendre en considération dans la consultation, dans le suivi. Au-delà d'être des trailers, ce sont des patients. Donc, comme d'habitude, on prend en compte l'âge, la profession, les antécédents, etc. Donc, souvent, les patients, ils arrivent, ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont beaucoup de connaissances, ils arrivent avec tout un tas de termes techniques, de termes médicaux ou pseudo-médicaux qu'ils ont entendus de la part de pas mal de gens. Voilà. Pareil, en ce qui concerne les traitements, j'ai souvent des patients qui me disent voilà, il fallait tel traitement, j'ai eu tel traitement, on m'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Et finalement, souvent, moi, le constat que je fais en tant que médecin spécialiste, donc où j'arrive un petit peu souvent en deuxième ligne, voire en troisième ligne, c'est que souvent les patients sont un peu paumés. Ils ne savent plus trop qui croire, qui écouter, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut continuer à courir, est-ce qu'il faut arrêter de courir, et ainsi de suite. Et donc, le principe, souvent, et je leur explique tout ça aux patients pendant la consultation, c'est qu'on va refaire de la médecine de manière relativement simple. Et donc, en gros, voilà comment ça se passe. On va d'abord faire une consultation médicale, donc avec un médecin, éventuellement faire des examens complémentaires, donc des examens d'imagerie. Le but étant de poser un diagnostic médical qui est notre job en tant que médecin, c'est de poser un diagnostic pour ensuite pouvoir proposer un traitement adapté. Et derrière, une réévaluation du traitement pour savoir si ça fonctionne ou pas. Donc dit comme ça peut paraître un peu basique, mais je vous assure qu'en pratique, c'est rarement fait et ça fonctionne plutôt bien quand on suit dans cet ordre-là les choses. Alors, quels sont les patients qui m'adressent, les médecins qui m'adressent des patients des trailers? Il y a un peu de tout, vous voyez, des généralistes, des médecins du sport, des rhumatos, des chirurgos. Voilà. On pourrait détailler un petit peu plus en détail la distinction, la différence, l'avantage, l'inconvénient de voir plutôt un généraliste, un médecin du sport, etc. Mais on ne va pas avoir le temps, donc peut-être qu'on en discutera plus tard. Voilà, juste une petite parenthèse. On entend souvent parler de parcours de soins. En France, on a le droit d'aller consulter un médecin spécialiste sans demander l'autorisation, la validation à son médecin traitant ou médecin généraliste. On a le droit. Donc moi je sais qu'il y a des patients des fois qui m'ont dit mon médecin généraliste m'a dit non, il n'y a pas besoin d'aller voir un spécialiste, de toute façon je te ferai pas de courrier, tu pourras pas y aller. Si, on a le droit. Après c'est juste au niveau du remboursement avec la Sécu où c'est un petit peu différent, mais voilà. Donc on a fait la consultation. Attendez, je vérifie juste un truc, pardon. Non, c'est bon. Donc la consultation classique où moi je vais vraiment interroger les patients énormément, je vais les examiner et après éventuellement demander des examens complémentaires. Je dis éventuellement parce que c'est pas toujours nécessaire. Des fois ça va plus nous induire en erreur qu'autre chose, donc voilà. Les examens radio, échographie, IRM, scanner ou arthroscanner, ainsi de suite. J'insiste sur l'ordre. Je vois énormément de patients qui arrivent d'emblée avec une IRM, un scanner ou je ne sais quoi. Il n'y a jamais eu de radio, il n'y a jamais eu d'échographie, alors que c'est vraiment des examens hyper intéressants et qui apportent beaucoup d'informations. Autre croyance de la part de beaucoup de patients, de la part de beaucoup de médecins aussi, c'est que l'IRM c'est le meilleur examen qu'on voit tout dessus. C'est pas vrai, c'est un bon examen, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Et il y a des choses qu'on voit mieux en échographie, il y a des choses qu'on voit mieux en radio, donc voilà. L'objectif de tous ces examens complémentaires, ça va être de confirmer ou d'infirmer un diagnostic, d'éliminer certains diagnostics différentiels et aussi de préciser un petit peu les lésions au niveau d'un tendon. Par exemple, au niveau du tendon d'Achille, on va regarder où se trouve la lésion, la taille, l'épaisseur, est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'il y a une fissure, etc. Et les examens complémentaires vont nous servir aussi pour le suivi dans le temps des patients. On va pouvoir comparer une échographie à J10 d'une entorse de cheville et à un mois, par exemple, pour voir un petit peu l'évolution radiologique. Ou faire les examens complémentaires avec qui ça peut paraître bizarre comme question, mais pour moi, il faut faire ces examens complémentaires chez des radiologues spécialisés en ostéo-articulaire. Tous les radiologues ne sont pas spécialisés en ostéo-articulaire. Il y en a qui sont spécialisés en cancéro, en mammographie, enfin voilà. Et il y a des radiologues qui sont assez spécialisés en ostéo-articulaire.
C'est hyper important parce qu'on voit vraiment la différence en pratique. Et donc voilà, j'ai marqué aussi médecin MPR et médecin du sport. Je prêche un peu pour ma paroisse. Moi, je fais de l'échographie. Aujourd'hui, l'échographe, c'est devenu mon stéthoscope. Et donc, je ne peux plus m'en passer parce que ça prend pas beaucoup de temps. C'est hyper intéressant. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et on l'utilise vraiment en prolongation de l'examen clinique en tant que médecin. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple de savoir qui sont les radiologues qui sont spécialisés en ostéo-articulaire, mais souvent, j'oriente un peu les patients quand même, je vous le cache pas. Quand je revois les patients en consultation, après avoir prescrit certains examens complémentaires, j'ai besoin de voir les images, d'avoir le compte-rendu. Il faut toujours garder un esprit critique pour vraiment s'assurer qu'il y a une bonne corrélation entre les symptômes, tout ce qu'on a trouvé à l'examen clinique, et l'imagerie pour ne pas tomber dans des pièges un peu classiques. On verra tout à l'heure avec les cas cliniques que je vais vous présenter. Et donc, voilà, je le répète, pareil aux patients aussi régulièrement. On traite des patients, on traite des pathologies, on ne traite pas des images anormales. Ça, je pense que tout le monde est censé le savoir, mais c'est pas toujours le cas. Sur les traitements, moi, j'attache énormément d'importance. Je prends pas mal de temps en consultation en général avec les sportifs pour leur expliquer les principes, les mécanismes de la pathologie et les principes du traitement. Ça permet d'avoir une bonne adhésion au plan de traitement du patient. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de passer du temps à leur expliquer pour qu'ils comprennent bien tout ça. Ensuite, traitement, les médicaments, bon voilà, les infiltrations. Les infiltrations, donc il y en a tout un tas d'infiltrations. On entend beaucoup de choses sur les infiltrations. J'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant « Ah non, je veux surtout pas d'infiltration de corticoïdes. Il paraît que c'est pas bien. Mon kiné m'a dit qu'il fallait pas ou un tel m'a dit qu'il fallait pas. » Ce que je dis régulièrement aux patients, c'est qu'une infiltration de corticoïdes, à partir du moment où l'indication elle est bien posée, qu'il y a un bon diagnostic, que c'est fait par quelqu'un qui a l'habitude, qu'on n'en fait pas 15 dans l'année, qu'on fait ça correctement, il n'y a pas de souci en fait. Mais bon voilà, il y a encore des idées qui restent comme ça dans la tête des patients et des médecins. Voilà. Un autre point important sur les infiltrations, pour moi, ça ne doit jamais être le radiologue qui pose l'indication du traitement infiltratif, contrairement à ce qu'on voit au quotidien. Le radiologue, il est là pour interpréter les images. Donc il doit dire ce qu'il voit sur la radio, sur l'IRM, et après il est censé dire retournez voir le médecin qui vous a prescrit l'examen pour voir avec lui ce qu'il faut faire comme traitement. On a notamment avec le PRP, là, dont j'ai marqué, qui est pas mal à la mode, notamment chez les sportifs, dans le milieu sportif, que ce soit en métropole ou ici à La Réunion, on a beaucoup de radiologues qui vont faire l'IRM du genou demandé par le médecin traitant et qui vont se permettre de dire à la fin vous avez de l'arthrose du genou, je vais vous faire du PRP, ça fait repousser le cartilage, ça marche hyper bien. Tenez, je vous donne 3 rendez-vous, je vous fais 3 injections de PRP, je prends pas la carte bleue, je prends pas les espèces, je prends pas les chèques. Et voilà, vous allez voir, c'est génial. Et ça, ça existe en métropole, ça existe à La Réunion. Les radiologues sont pas c'est pas leur job, ils n'ont pas les compétences pour poser les indications de traitement. Pour avoir la chance d'avoir travaillé avec des radiologues, des pontes de la radiologie ostéo-articulaire qui travaillent à l'INSEP notamment, ils répètent la même chose. Ils disent systématiquement on fait notre boulot de radiologue, le médecin du sport il pose les indications, après on peut en discuter ensemble, mais voilà. Donc ça c'est un point hyper important parce que je vois plein de patients qui arrivent, qui ont déjà été infiltrés, qui me disent ouais les infiltrations ça marche pas, attendez qu'est-ce que vous avez comme infiltration, pourquoi, comment, par qui, etc. Et donc voilà. Le reste, immobilisation. Bon, ça pareil, je précise souvent aux patients, s'ils ont une botte de marche ou une attelle, notamment sur les entorses de cheville, est-ce qu'il faut la garder en permanence que le jour et la nuit, combien de temps, est-ce qu'ils ont le droit d'appuyer, pas appuyer, tout ça c'est des infos qu'ils n'ont jamais, donc ils se débrouillent un petit peu comme ils peuvent en général à la maison. Et sur les ordonnances de kiné, moi je précise toujours ce que j'attends du kiné, ce que je souhaite comme principe de traitement en kiné. Je mets un nombre de séances et je marque le diagnostic. J'estime que c'est la moindre des choses en tant que médecin spécialiste pour avoir une valeur ajoutée à la prise en charge. Je parlais beaucoup de kiné, mais il y a également souvent je fais appel aux podologues, aux préparateurs physiques pour discuter avec eux, aux coachs, diététiciennes, etc., etc. Et j'attache aussi pas mal d'importance à donner des consignes sur la pratique sportive. Est-ce qu'ils ont le droit de continuer à courir ou pas? Comment? Avec de la vitesse, pas de vitesse, avec du dénivelé ou pas, etc., etc. Est-ce qu'ils ont le droit de continuer Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent la course à pied, mais ils peuvent faire du vélo ou d'autres trucs? C'est hyper important parce que souvent ils savent pas et on leur en parle pas. Je fais quasiment toujours un compte rendu de consultation qui est détaillé, que j'envoie aux patients en priorité,
au médecin ou au kiné ou à l'adresseur en tout cas, au médecin généraliste, il y a d'autres médecins, et au kiné également pour que tout le monde ait les infos, que tout le monde sache de quoi on parle, qu'on essaye d'accorder un peu nos discours. Voilà. Sur la réévaluation, donc moi j'essaye, alors j'avoue que je le fais un peu moins maintenant parce que je commence à avoir des délais un peu plus longs de consultation, mais j'essaye quand même souvent de continuer à voir les patients en consultation de suivi pour savoir si le traitement a fonctionné, s'ils vont mieux, s'ils vont pas mieux. Voilà. Pour moi c'est hyper important. Et lors de cette consultation de suivi, j'ai vraiment besoin en ce moment là depuis quelques semaines, c'est un peu mon cheval de bataille. J'ai absolument besoin d'avoir les bilans des kinés, un compte rendu, un courrier, n'importe quoi, mais pour savoir un petit peu est-ce que le patient est bienvenu en consultation, enfin en rééducation, pardon. Est-ce qu'il a suivi les exercices, est-ce que les séances étaient douloureuses ou pas, est-ce qu'il y a eu des progrès, enfin, j'ai vraiment besoin d'avoir ces infos. J'ai la version du patient quand le patient vient me voir en consultation, mais j'ai besoin d'avoir la version du kiné. C'est pas toujours la même version, hein. Donc voilà, donc je reçois des bilans kinés comme ça, des messages vocaux sur Messenger, par mail, enfin il y a tout un tas de peu importe à la limite, à partir du moment où j'ai de l'info. Là on a un bilan un peu plus détaillé en haut à gauche, qui n'est pas très très lisible, mais bon ça arrive, il y a des courriers hyper détaillés comme ça, il y en a qui utilisent la messagerie sécurisée, petit clin d'œil à la messagerie sécurisée que j'affectionne particulièrement et qu'on est censé utiliser en tant que professionnel de santé. Bref, donc la réévaluation, voilà, je revois en fait si le traitement fonctionne ou pas, voilà, et bon, le reste je vais un peu vite, voilà. Et s'il y a besoin de modifier le traitement, de revoir mon diagnostic, si le traitement n'a pas fonctionné, si le patient va pas mieux, c'est peut-être que je me suis planté de diagnostic. À ce moment-là, on revoit un petit peu les choses et ainsi de suite. Quand consulter, ça faisait partie un petit peu du titre de la présentation. Pour moi, il n'y a pas de règles strictes, hein, mais ça vaut le coup quand même de venir consulter quand on a une gêne ou une douleur en lien avec l'activité sportive, avec des conséquences sur les activités de la vie quotidienne, ça c'est sûr, mais principalement sur la pratique sportive ou sur les performances. Souvent je dis aux patients, écoutez, je préfère que vous veniez pour pas grand chose, que je vous dise tout va bien, vous pouvez continuer votre sport et les rassurer, plutôt qu'ils viennent me voir à 3 mois d'une entorse de cheville soi-disant bénigne, où il n'y avait pas besoin d'immobilisation, ils ont à peine fait de la kiné, ils ont repris la course à pied, et on se retrouve à 3 mois, je leur fais une écho, je leur dis, en fait, votre entorse bénigne, il y avait une entorse de la syndesmose, il y avait une entorse grave, et ce n'était pas une entorse bénigne, et là, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Alors, je voulais illustrer un petit peu le topo, avec quelques exemples, ou plutôt contre-exemples, de patients, de vrais patients donc, que j'ai vus en consultation. Donc, le premier exemple, donc, un homme de 49 ans, qui est un ancien footballeur, amateur, qui est assez sportif, qui fait pas mal de trail, du vélo, de la natation, qui est prof de PS, trail 25 km à peu près en distance. En mai 2022, donc, il commence à se plaindre de douleurs lombaires gauche, avec une évolution favorable spontanément. Il continue son activité sportive habituelle et les douleurs réapparaissent en juin 2022, un mois après, avec irradiation dans la fesse, dans l'aine à gauche. Voilà, bon. Donc là, il commence à être un petit peu plus gêné et à partir de là, il arrête de faire du sport. Donc là, on est en juin. Il va voir son médecin traitant qui lui prescrit des examens et on va voir ça juste après et qui lui prescrit donc de la kiné rapidement aussi. Et également un traitement par anti-inflammatoire stéroïdien, donc des corticoïdes, qui sont plus ou moins efficaces. Voilà. Donc je vous ai dit, il a prescrit des examens, une IRM. Allez, l'IRM c'est génial. Donc on voit une petite protrusion discale en lombaire haut. À gauche, ça tombe bien, c'est du même côté. Il y a un petit conflit, mais il n'y a pas vraiment de compression radiculaire. Bon, ok. Une petite écho des adducteurs, comme il a mal dans la région de l'aine, qui montre une petite enthésopathie classique, une petite tendinite, quoi. Voilà. Donc, voilà, on a la réponse. Donc, diagnostic du médecin, lombosciatique L4, L5 gauche, c'est parti, kiné pour sciatique. Voilà. On se retrouve fin octobre, donc il n'y a pas très longtemps, donc à peu près 6 mois après. Il vient me voir en consultation parce que sa femme est pharmacienne dans la pharmacie d'en dessous. Elle lui a dit, ouais, quand même, tu commences à être de plus en plus chiant à la maison, là, faudrait peut-être que tu ailles consulter quand même quelqu'un d'autre. Donc il vient me voir en consultation, consulte classique, je l'interroge à fond dans tous les sens, les antécédents.
Et je l'observe. Déjà, en l'observant marcher, on commence à se rendre compte qu'on a l'impression qu'il se passe un truc au niveau de la région de la hanche. Pas tant que ça au niveau du dos. Bon, je l'examine et en fait, il a une hanche qui est raide, qui est douloureuse, qui est limitée en rotation interne. Et je n'ai pas vraiment de signe de lombo-sciatique à l'examen clinique. Ça me prend 5 minutes. Donc, je vous disais, on fait les choses dans l'ordre. Classiquement, je demande une radio de la hanche toute simple, quoi, classique. Pas besoin d'aller faire une IRM qui coûte très cher. Et je commence à le prévenir que ce ne serait pas surprenant qu'on retrouve de l'arthrose sur sa hanche. Bingo, coxarthrose sévère de la hanche gauche, avec un effet, un conflit sur un probable conflit fémoro-acétabulaire. Voilà. De l'autre côté, parce que quand on fait une radio du bassin, on regarde les deux côtés en même temps, on voit qu'il a aussi un peu d'arthrose, mais il n'est pas symptomatique. Voilà. Donc, là, on a le diagnostic, coxarthrose. Voilà. Je lui dis, le traitement, c'est de vous infiltrer parce que vous avez mal pour essayer de vous soulager la douleur. Et puis, on va reprendre la kiné avec une vraie prescription pour adapter la prise en charge. Donc là, je l'ai infiltré il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois, donc sous écho au cabinet. Et je l'ai croisé la dernière fois. Là, c'est pas miraculeux, mais il va quand même déjà mieux. Et là, je crois qu'il a peut-être changé de cabinet de kiné, je me rappelle plus exactement. Et donc voilà, on va la suite plus tard. Donc ça, c'est un exemple assez classique, assez typique. Voilà, donc c'est important chez ce patient. Voilà, c'est ça. Donc, petite synthèse sur ce cas. Il n'y avait pas d'avis spécialiste au départ. Il a 49 ans, il est prof de PS, il est sportif, ça fait 6 mois qu'il galère et qu'il a mal. Moi personnellement, j'ai pas 49 ans, mais si je galère, je vais pas attendre 6 mois pour me dire il y a peut-être un truc qui cloche, soit c'est que le diagnostic est pas le bon, soit c'est que le traitement est pas adapté. Donc dans ce genre de situation, moi j'estime que il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois pour demander un avis spécialisé. Il n'y a pas eu de prescription de radio. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'ordre, radio, échographie, souvent ça apporte pas mal d'informations. S'il avait une radio toute simple du bassin dès le départ, même son médecin généraliste, en lisant le compte-rendu du radiologue, aurait vu « Ah, il y a de l'arthrose ». Donc on aurait gagné 6 mois. Et l'IRM, elle ne regarde pas les hanches parce qu'il a prescrit une IRM lombaire. Le traitement kiné inefficace du coup pendant 6 mois. Donc à partir de quand on se dit que peut-être il y a un souci quelque part. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément pour accuser ou remettre en question les compétences du kiné, mais on n'attend pas 6 mois pour se dire il y a un truc qui cloche, ça fonctionne pas. Pour moi. Et là typiquement c'est un exemple assez classique de ce que je disais tout à l'heure où là on a traité des images. Le patient il a mal à gauche. Bon, il a un peu mal dans le dos, 49 ans, on fait une IRM, on trouve un petit disque qui déborde à gauche. Bon, c'est bon, hop. Le patient a probablement pas été bien examiné ou pas complètement. Après, c'est pas un examen qui est facile. Les douleurs de l'aine ici, on peut avoir plein de diagnostics. Bon, donc voilà. Donc, d'où l'intérêt, je pense quand même, de ne pas hésiter à demander un avis spécialisé assez rapidement. Deuxième cas, une patiente de 30 ans, sportive, on va dire loisir, qui fait du trail, qui fait d'autres activités sportives à côté, un petit antécédent de syndrome rotulien. Ça commence en 2019, un blocage douloureux à gauche sur son genou. Ça évolue favorablement en quelques semaines, il me semble. Elle déménage à La Réunion quelques temps après. Du coup, elle augmente un peu son activité sportive. Et petit à petit, elle décrit des douleurs qui réapparaissent, mais un peu différentes. C'est des douleurs latérales à gauche, surtout en descente, pendant le trail. Du coup, le diagnostic évoqué, syndrome rotulien, douleur du ménisque, syndrome de l'essuie-glace. Bon. En 2021, un nouvel épisode de blocage douloureux sur le genou gauche, avec une limitation de l'extension complète. Donc là, on déroule une IRM du genou gauche pour éliminer une lésion méniscale, probablement. Et sur le compte-rendu, il y a un doute. Est-ce que c'est un ménisque, une petite malformation du ménisque externe, ou est-ce que c'est une fissure? Bon, voilà. Donc, on demande un avis au chirurgien. Et le chirurgien, il dit, ouais, je pense que c'est quand même une lésion méniscale, donc on y va, on fait une arthroscopie. Alors, l'arthroscopie, il faut savoir qu'elle peut être uniquement exploratrice. C'est-à-dire que le chirurgien, il a le droit d'aller mettre sa caméra dans le genou, de regarder, de voir ce qui se passe, et éventuellement de dire, finalement, ça ne me paraît pas nécessaire d'opérer, et retire la caméra. Bon, c'est pas ce qu'il a fait, il a opéré.
Il s'est dit, ah tiens, il y a une petite fissure du ménisque, je vais quand même la suturer au passage. Ça coûte pas grand-chose de faire ça. Par chance pour la patiente, il n'y avait pas d'atteinte cartilagineuse au niveau de la rotule et au niveau du compartiment interne de son genou. Voilà, elle est opérée, tout va bien, nickel, elle récupère bien. Et un mois après, elle commence à avoir des douleurs qui réapparaissent de plus en plus importantes, notamment la nuit. Et en fait, elle fait une algodystrophie, enfin un syndrome douloureux régional complexe de type 1 du genou, arrêt de travail, et elle décompense au syndrome rotulien. Là, je l'ai revu récemment, on est à peu près à 1 an post-opératoire, elle a toujours mal, ça progresse, lentement, mais ça progresse. Elle est gênée dans les activités de la vie quotidienne classiques, standard, donc là, pour l'instant, elle n'a pas pu reprendre le sport. Elle continue la kiné, le suivi en consultation régulièrement avec moi, et voilà. Si on veut faire une petite synthèse rapide sur ce cas clinique, donc l'importance des antécédents, moi c'était plus par rapport au syndrome rotulien. Je demande souvent aux patients qui viennent me voir pour des douleurs du genou. Est-ce que vous n'avez pas eu des douleurs du genou quand vous étiez plus jeune, adolescent, surtout chez des femmes pour les syndromes rotuliens? Ça donne quand même pas mal d'indices déjà. L'examen clinique, c'est pas évident là-dessus parce que savoir si c'est une lésion méniscale ou si c'est pas évident. L'IRM, elle montrait quand même une fissure horizontale méniscale de la corne postérieure. C'est quand même en général des images plutôt de ménisques dégénératifs avec des lésions stables et pas des lésions instables. Donc logiquement, aujourd'hui, en 2022, en France et dans le monde entier, les recommandations, les consensus sur ce type de douleur méniscale, c'est premier traitement, première intention, traitement conservateur, donc avec infiltration, kiné, etc. Et si ça ne fonctionne pas, en deuxième intention, traitement chirurgical. Donc pareil, je vous disais que j'attache beaucoup d'importance à bien expliquer aux patients la pathologie, les traitements et les options thérapeutiques pour que le patient puisse derrière choisir de manière libre et éclairée son traitement. Moi, j'estime qu'en tant que médecin, c'est pas à moi de dire au patient il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis là pour lui expliquer les traitements, les avantages, les inconvénients, dans quel ordre on le propose en général, et après, c'est le patient qui choisit. Logiquement, cette patiente aurait dû avoir la proposition d'un traitement conservateur. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, peut-être qu'elle aurait été opérée par la suite, peut-être qu'elle aurait eu quand même une algodystrophie par la suite, mais c'est pour vous montrer que souvent, il y a un raccourci qui est fait entre la blessure chez le sportif et le trailer. Et donc, quand on va consulter, on va aller voir un chirurgien orthopédiste. Souvent, les radiologues aussi, dans leur compte-rendu d'imagerie, ils marquent « avis orthopédique demandé ». Parce que la médecine du sport, médecin rééducateur, c'est encore moins connu. On n'est pas si nombreux que ça. Ils n'y pensent pas forcément. Moi, je travaille beaucoup avec des chirurgiens ortho, avec qui je m'entends très bien. Il y en a certains, pas tous, mais il y en a certains, pas beaucoup, qui m'envoient les patients en consultation pour ce genre de situation en me disant « là, il y a un syndrome méniscal. Pour moi, ce n'est pas chirurgical. On va commencer par le traitement conservateur. » Et donc, je vois les patients, je les traite. Souvent, ça fonctionne quand même assez bien. Et là, j'ai eu le cas encore d'un jeune, je crois, qui fait du trail aussi, de 25 ans, chez qui ça a fonctionné, mais pendant 2-3 mois, je crois, le traitement conservateur, et il a récidivé. Je l'ai renvoyé chez le chirurgien qui l'a opéré. Voilà. Mais on y va par étapes, du moins invasif au plus invasif, et on essaie de suivre les recommandations pour éviter d'avoir des situations comme celle-ci, si possible. Voilà. Le dernier cas que je vais vous présenter, ça va être très rapide. C'est plus pour l'illustration. Monsieur R, 39 ans, réunionnais, trailer élite, très bon niveau. Voilà, mais il ne fait pas que du trail. Il fait un peu de jardinage aussi et un peu de tronçonneuse notamment. Et ça date d'hier soir. Donc voilà, a priori, il s'est fait une rupture du tendon rotulien et donc à l'heure où je vous parle, je crois qu'il est au bloc ou qu'il est déjà sorti du bloc opératoire. Donc voilà, l'idée, je vais passer la diapo pour les âmes sensibles. L'idée, c'est de vous dire que voilà, on fait de la médecine du sport. Voilà, les patients font pas que du trail, même les trailers pros. Et donc, il faut toujours penser à prendre le patient dans sa globalité. Vous êtes des sportifs, vous n'êtes pas que des sportifs. Donc voilà. Moi, j'incite les gens à consulter. C'est pas que moi, je n'ai pas de problème, ça tourne le cabinet. Je ne cherche pas à avoir plus de patients, mais j'incite vraiment les sportifs et les médecins généralistes et les kinés à demander des avis spécialisés. On est en France, on a le droit d'avoir des avis spécialisés.
Voilà, un médecin généraliste, il n'est pas formé, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'est pas formé en médecine du sport. Les conséquences, elles sont pas anodines quand on passe à côté d'une pathologie, quand on attend 1 an et demi pour traiter une tendinopathie ou une lésion musculaire, ou voilà. Donc il faut vraiment inciter les gens à aller consulter des gens spécialisés, médecins spécialistes, médecins du sport, kinés du sport, imageurs, radiologues du sport ou ostéo-articulaire. C'est comme si voilà, c'est un peu mon cheval de bataille. Même si effectivement il n'y a peut-être pas suffisamment de médecins spécialistes, de médecins du sport pour voir tous les sportifs, mais bon. Je vous dis spécialisation du parcours de soins, pas de bras, pas de chocolat. Bon, ça c'est pour essayer d'illustrer un peu le fait qu'il s'il n'y a pas de diagnostic, et ça c'est vraiment important en tant que médecin, notre premier rôle c'est de poser un diagnostic. Des fois c'est simple, des fois c'est compliqué, mais on est là pour ça. S'il n'y a pas de diagnostic, on ne pourra pas proposer, c'est ce que je dis aux patients à longueur de journée, on ne pourra pas vous proposer un traitement adapté. Donc l'exemple habituel, c'est j'ai mal au genou, je vais voir mon médecin généraliste. Ah, vous faites du trail, vous avez mal au genou, IRM du genou, donc il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'écho. Voilà, bon, ok. Et puis derrière, kiné du genou, voilà. Donc, et puis on fait de la kiné, on essaye, on voit ce que ça donne chez un kiné qui n'est pas forcément spécialisé ou formé en kiné du sport. Et donc voilà, voilà. Et le point de départ, c'est toujours cette absence de diagnostic. Toujours se méfier de l'imagerie, d'accord, ça c'est hyper important. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de patients qui sont induits en erreur à cause de ça. Attention à vérifier, là tout à l'heure le premier exemple avec la lombalgie à gauche. Des fois il y a des patients qui viennent pour des sciatiques d'un côté, à l'IRM on voit une hernie discale à droite, et ça arrive qu'on est en conclusion, on a l'explication à la sciatique gauche, alors qu'on n'a pas vu que c'était de l'autre côté qu'il y avait les hernies, etc. Donc faut vraiment, je vous incite, comme il y a beaucoup de kinés ici, à regarder les comptes rendus d'examen. N'ayez pas peur de vous dire qu'on est tous des humains, d'accord ? Les radiologues, ils peuvent se tromper, ils ne sont pas spécialisés. Voilà, moi j'ai pas mal d'exemples, j'ai pas le temps de tout raconter, mais j'ai pas mal d'exemples de trucs assez flippants. Hein. Donc ayez confiance en votre examen clinique, en votre interrogatoire. S'il y a un doute, on peut refaire une imagerie par un autre radiologue. On peut aussi envoyer par exemple un patient, je le fais de temps en temps, hein, avec son IRM, avec son CD, je l'envoie voir en consultation un autre radiologue qui va faire une réinterprétation de l'IRM. Ça arrive. C'est facturé, ça coûte une consultation pour le patient, le médecin il fait pas ça bénévolement, et ça s'appelle une réinterprétation d'imagerie. Donc, et des fois, il y a des trucs qu'on voit pas au départ, qu'on voit après en relisant. Donc voilà. Et enfin, la collaboration, pour moi, c'est le point clé, vraiment important, surtout en tant que médecin rééducateur. Il faut absolument qu'on arrive à communiquer, ce qui n'est pas toujours très simple, entre médecins, kinés, entraîneurs, coachs, préparateurs physiques et patients, bien entendu. Sinon, c'est vachement plus compliqué pour aider les patients et les sportifs. Voilà, je dis toujours aux patients, faites du sport, c'est bon pour la santé. Voilà, au pire, votre tendinite, votre syndrome rotulien, votre entorse de cheville, on va se débrouiller, on va y arriver, etc. Mais n'arrêtez pas de faire du sport. Souvent, je leur dis, si vous allez voir un médecin qui vous dit d'arrêter le sport, méfiez-vous un peu, c'est mauvais signe. En général, on va quand même, en restant dans des schémas très généraux, on va adapter la pratique sportive, mais on ne va pas arrêter le sport. Un patient qui a une entorse grave de cheville avec une botte de marche, moi je lui dis, tu vas sur un vélo d'appart, tu fais du renfort des membres supérieurs, enfin voilà. Donc voilà. Pour finir, petit clin d'œil au magnifique terrain de sport qu'on a la chance d'avoir ici à La Réunion, qui me permettent d'avoir pas mal de boulot. Et dernier petit clin d'œil, pour ceux qui le connaissent, donc un petit hommage, un petit clin d'œil à Frédéric Bécu, qui nous a quittés cette année, qui était un patient que j'ai eu la chance de suivre un peu en consultation et qui était toujours très passionné, très intéressé par ce qu'il avait, par les pathologies, par le suivi, etc. Voilà, je crois que j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.